Si tu vas vers la bonne fatigue, tu laisses la possibilité à la mauvaise fatigue de se dissiper. Et il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec la bonne fatigue. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Sommes-nous tous épuisés ? Est-ce inéluctable ? Non, répond mon invité. Spécialiste de la fatigue, expert en hypnose de François Roustan, en méditation et en yoga nidra, il s'interroge sur ce qui nous a mené à ce quotidien de fatigué permanent dans nos vies de tous les jours, mais aussi à l'échelle de la société. Dans son dernier ouvrage, Goodbye Fatigue, paru en poche aux éditions Augmentées aux éditions Point, il rassemble ses conclusions et exercices et nous rappelle que la fatigue n'est pas une fatalité. Nous allons parler aujourd'hui de fatigue intellectuelle, de charge mentale, de nos addictions au numérique, mais aussi du contrôle permanent de nos vies et évidemment du sommeil. Nous allons vous proposer des exercices et des pistes d'action concrètes. Vous allez voir que l'adoption de nouvelles habitudes est souvent très simple à mettre en place et peut vraiment tout changer pour ne plus subir sa fatigue, mais vivre pleinement. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose celui que vous connaissez déjà, Léonard Anthony. Bonjour. Bonjour Anne. Alors Léonard, tu es un invité assez connu de nos auditeurs puisque je t'avais déjà reçu, je vais redonner les numéros des épisodes. Numéro 92, c'est pas un tirage du loto. Se libérer de la fatigue, profiter de la vie. Et qui était d'ailleurs pour l'édition de ton livre Goodbye Fatigue. Je crois que c'était pour ça qu'on s'était vu déjà la première fois. Je me demande si c'était pas le livre d'avant que j'avais fait, le premier essai que j'avais fait sur la fatigue. Oui, c'est pour ça que je me suis demandé. Qui était Libérez-vous de la fatigue. Ah, c'était Libérez-vous de la fatigue, tu as raison, on n'avait pas fait Goodbye Fatigue. Et puis on s'était revu une deuxième fois, le numéro 384, qui était On ne choisit pas de naître, on décide de vivre. Et on avait également enregistré, c'était au moment du Covid, une méditation sous la couette qui était pour aider vraiment à trouver le sommeil. Absolument. Et qui marche tellement bien que tu me rappelais hors antenne que je m'étais endormie pendant qu'on enregistrait cet épisode. C'était un enregistrement très particulier. Voilà, on était à distance puisque c'était le moment du Covid. Absolument. Moi en Suisse et toi à Paris. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui. On va parler de la fatigue aujourd'hui, mais sous un angle un petit peu différent, puisqu'on va parler de charge mentale, de la fatigue qui est liée au numérique, je le disais en introduction, pour pas évidemment refaire l'interview qu'on avait déjà faite précédemment. Je me suis demandé ce que c'était que cette fatigue intellectuelle, si tu pouvais nous la définir. Est-ce que c'est la même chose qu'une fatigue avec de la charge mentale ? Pourquoi est-ce qu'elle débarque finalement, cette fatigue, je dirais psychique dans nos vies ? Mais on sait qu'on est un tout, on ne va pas réduire évidemment nos êtres simplement à notre mental, mais quand même, on parle beaucoup de cette fatigue qui viendrait du mental. Tu as raison de le souligner sous cet angle-là, parce que on parle beaucoup de la fatigue en général. Certains dissocient, je mets de côté la fatigue pathologique. Oui.
mais vont la dissocier, vont caractériser une fatigue physiologique, physique, d'autres une fatigue mentale. La réalité, comme tu l'as souligné, c'est que les deux fatigues sont en interaction. Néanmoins, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu actualiser ce livre Goodbye Fatigue lors de sa sortie en poche. On note que depuis l'avènement du Covid et la situation géopolitique du monde, la fatigue mentale pèse de plus en plus. Il y a un contexte global qui est assez inédit, où nous sommes sortis épuisés de cette période. On a eu un nouveau souffle en se disant « Tiens, ça va repartir autrement ». Il y a eu beaucoup d'espoir à la sortie. On se disait « Ça va être la Movida, là ». Et ouais, c'est ça. Et puis, ça y est, tout va changer. On va commencer à être responsable. Et puis, tout d'un coup, on a vu des guerres s'installer partout, aux portes de l'Europe. On a vu des guerres qui sont importées en Europe et en France, dans notre quotidien. Et puis, certaines dynamiques qui s'étaient mises en place, comme le télétravail, qui avait fait naître beaucoup d'espoir. Les gens disaient, tiens, je vais aller travailler à la campagne, etc. On voit que les entreprises sont en train de dire, non, vous allez revenir maintenant. Oui, on va en parler. Donc, beaucoup de choses ont commencé à changer. Tu as évoqué la question du digital. On en parlera plus en détail, mais le digital a changé complètement depuis. L'intelligence artificielle remet en question même notre rapport à la réalité. Donc, tout ça, ces révolutions qui sont permanentes et qui vont extrêmement vite, nous demandent d'avoir des capacités d'adaptation très fortes et très rapides. Or, l'histoire de l'humanité a montré que nous n'avons pas des capacités d'adaptation aussi rapides que la société portée par une économie galopante le souhaiterait. Donc il y a une vraie fatigue mentale qui est de plus en plus présente. Et qui porte aussi, j'ai le sentiment, sur nos addictions. C'est-à-dire que ce numérique, comme tu l'as très bien rappelé, on essaye de courir après lui, et en fait, nos rythmes biologiques font qu'on ne pourra jamais rattraper ça, en fait. C'est pas notre rythme. Alors, c'est intéressant que tu parles d'addiction, parce que tu as raison, elle existe sur la dynamique digitale, mais on voit aussi qu'elle existe sur plein de consommations de substances. De plus en plus de personnes se mettent à consommer des substances. La France est le pays, par exemple, qui consomme le plus de médicaments, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. Mais on voit l'explosion, j'entendais ce matin qu'il y avait une véritable explosion de production de cocaïne qui se démocratise. Donc les addictions deviennent comme une espèce de soupape à cette fatigue existentielle. Je pense qu'on pourra aborder ce sujet-là parce que c'est un vrai point central. Je n'arrive plus à exister, je suis épuisé à essayer de chercher comment j'existe, donc je vais rentrer dans toutes sortes de domaines. Et sur le digital, ce que les gens oublient trop souvent, c'est que quand on vous offre des services gratuitement, il n'y a rien de vraiment gratuit. On a fait la fameuse formule, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, elle est vraiment une réalité. Donc il faut être vigilant. Il ne s'agit pas de nier l'existence du digital et des avantages que nous offre le digital. Mais il faut se dire, attention, j'avais posé une phrase en disant, posez-vous la question de savoir qui tient qui. Est-ce que c'est vous qui tenez votre téléphone ou est-ce que c'est votre téléphone qui vous tient ? Alors, il y a beaucoup de formules avec beaucoup d'humour, Antoine, parce que tu adores ça, tu adores manier l'expertise et l'humour. Parce qu'en fait, ça nous détend déjà, ça. Oui, parce que si on dramatise la question de notre fatigue, eh bien on en ressort encore plus fatigué. Donc autant prendre un parti pris plus léger. D'ailleurs, on parle de fatigue. Est-ce qu'on pourrait parler de sens, finalement ? Quand on parle de fatigue, quelles sont les corrélations qu'on peut faire avec ces existences dont on ne sait plus vraiment, finalement, après quoi on court ? Est-ce qu'on parle de la question du sens quand on parle de cette fatigue ? Elle est en tout cas de plus en plus centrale. Il y a encore quelques jours, je recevais une personne qui venait pour une fatigue du matin au soir. Alors, je précise, tu consultes, tu reçois en cabinet. Je reçois... voilà. Tu fais des séances autour de l'hypnose. Autour de l'hypnose et parfois simplement d'une écoute attentive et d'une présence. Encore une fois, il faut définir ce qu'est l'hypnose. Oui. Je dis ça parce qu'il y a tellement de définitions autour et parfois les gens ont peur du mot parce qu'il peut enfermer une dimension spectaculaire, ce qui n'est pas du tout. Alors attends, tiens, ça me fait penser, pardon, je t'interromps, mais qu'on a fait un épisode sur ton livre autour de l'hypnose de François Roustan. Voilà. Absolument. Donc ça fait encore un autre. Sinon ça fait. Voilà, on ça tire fait des trop. fils. Tu es l'invité le plus reçu dans Métamorphose. Je vais rougir. Ah ouais, non, ne rougis pas. Excuse-moi, oui, donc tu recevais ce patient, cette personne en cabinet. Cette personne et qui venait donc pour la fatigue, elle m'avait entendu ou lu le livre et donc c'est le début de la plainte. Mais au fond, ce qu'il y avait derrière, elle l'exprime assez vite, c'est je ne sais pas où je suis. Et donc le début de la plainte est la fatigue, mais ce qui est sous-jacent, c'est je ne sais pas où je suis. Donc ce qui revient à la question du sens. Et
à plusieurs reprises, pendant la séance, je lui demande, Madame, où êtes-vous ? Et elle ne comprend pas le sens de ma question. Pourtant, c'est la question qu'elle pose, je ne sais pas où je suis, mais elle est tellement prise dans sa plainte qu'elle est enrobée de beaucoup de choses, cette fatigue est enveloppante. Et je repose incessamment la même question, jusqu'au moment où la question devient un point d'ancrage dénudé. C'est-à-dire, elle peut dire « je suis dans la pièce ». On a quelque chose. Voilà, on a quelque chose. Donc, vous êtes dans la pièce. Est-ce que vous pouvez vous poser dans cette pièce ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que la pièce pense de vous ? Pas ce que vous pensez de la pièce. Que pense la pièce de vous ? Vous ressentez-elle comme quelqu'un d'épuisé ? Oui, absolument. Maintenant, dans tous les aléas de votre vie et de votre existence, comment les autres vous perçoivent ? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de fatigué ? Est-ce que chez vous, vos meubles vous perçoivent comme quelqu'un de fatigué ? Et tout d'un coup, on est en train à ce moment-là de décentrer la question de la perception de la fatigue. Elle n'est plus de soi vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers soi. Et elle n'est plus uniquement par la vision des humains, c'est-à-dire qu'en créant une forme de confusion, qui est propre à une forme de pratique de l'hypnose, on amène la personne à percevoir et à sentir sa fatigue autrement, notamment à travers du sens. Et en réalité, si vous voulez, il a fallu une séance qui a duré 1h45 à peu près, pour que cette personne puisse se dire, à un moment donné, je suis là, et voilà où je veux être dans mon existence. Et ça répond à ta question, qui est claire, c'est qu'il y a une véritable fatigue existentielle et que je vois de plus en plus, où les gens ne savent plus où se trouve leur centre de gravité. Et donc se laissent déporter dans leur vie, dans des endroits qu'ils ne souhaitent pas, ou alors déporter dans des endroits fantasmés. Ce qui est tout aussi source de fatigue. Oui, et ce qui fait le lien avec les substances dont tu parlais tout à l'heure. Absolument. Oui. D'ailleurs, je me suis dit, tiens, est-ce que son livre aurait pu s'appeler « Plaidoyer pour un retour à l'analogique » ? Parce que, est-ce que finalement, je me moque un peu de lui parce que Léonard Anthony est aussi éditeur. Alors c'est vrai qu'on parle souvent titre ou livre ensemble, mais ce numérique finalement qui a pris une telle place dans nos vies, est-ce qu'il est une des causes principales selon toi ? Je pense qu'il est même s'il n'est pas à jeter à la poubelle, on l'a bien dit. Non, voilà, c'est pour ça que je dirais pas pour un plaidoyer pour l'analogique, parce que tu vois, par exemple, sur la question de la musique, beaucoup de gens ont fait un retour vers les vinyles, etc. Moi, je trouve que c'est tellement confortable d'écouter de la musique sur son téléphone et de le relier à des enceintes qui sonnent bien que je ne dirais pas les choses de cette façon, mais je pense vraiment et très sincèrement que le numérique nous apporte énormément de choses. Beaucoup de choses sur énormément de plans. Néanmoins, ça va tellement vite qu'il nous faut apprendre, et c'est pour ça que j'ai consacré une partie de tout ce que je dis à ce sujet, il nous faut apprendre une hygiène du numérique. Oui. Tu vois, je veux dire, on a tous appris qu'il fallait se brosser les dents. Il a fallu quelques siècles avant de le comprendre. Eh bien là, simplement, le train va tellement vite, le train du numérique, que si on n'apprend pas aux adultes comme aux enfants et aux adolescents, les sujets sont très lourds dans cette étape de transformation, une hygiène du numérique, eh bien, on va à la catastrophe. On va à un épuisement à plusieurs niveaux, au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau sociétal. Parce que le numérique envahit nos vies. Aujourd'hui, il est partout. Moi, je suis prêt à parier que dans 10 ans, la définition même de l'être humain va évoluer. Donc, il nous faut non pas faire de la résistance parce que c'est perdu d'avance, mais apprendre à vivre avec le numérique en étant intelligent. Alors justement, si on prend différentes couches du numérique, notre rapport à l'information, comment est-ce qu'on le gère aujourd'hui et comment est-ce qu'il peut être intéressant en tout cas de faire autrement, en tout cas être en conscience ou se poser la question ? C'est tellement vaste, mais je vais donner quelques pistes pour répondre à ta question. La première chose, c'est par rapport à l'information, si on segmente et qu'on fixe déjà sur l'actualité. Ouais, tu dis que d'ailleurs que l'actualité négative dévore notre énergie, c'est fort. C'est clé aujourd'hui. Et quand tu prends des chaînes d'information continues et que tu vois que ces images qui tournent en boucle derrière, elles ne tournent pas en boucle de manière innocente. Elles tournent en boucle parce qu'elles créent un état hypnotique dans lequel la personne reste scotchée face à l'écran. Donc, il y a une notion de manipulation. Il y a cette même manipulation quand tu vas sur les brèves qui sont publiées sur les sites d'information, où tu vois tous les titres qui sont écrits de telle façon à ce qu'on va t'amener à cliquer. Pourquoi ? Parce que derrière, on veut capter ton attention. Et en captant ton attention, on va pouvoir avoir des dynamiques sur tes affinités et t'emmener dans la surconsommation. Ce qui porte un nom, ça s'appelle la fatigue décisionnelle, liée à la fatigue du désastre. Parce que nous sommes naturellement attirés par le désastre.
C'est fou ça d'ailleurs. Ouais, toutes les études on sait le qu'on montrent. brasse plus de pensées négatives que positives. Complètement. Ouais. Donc, ceux qui manipulent l'information, ils le savent, ça. Alors, ça avait quand même une utilité, c'est que ça nous permettait de survivre. Absolument. Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas en danger permanent. Donc, ils manipulent des fonctions cognitives, étudiées en neurosciences, pour nous maintenir en alerte permanente. Mais ça, c'est source d'une fatigue, parce que quand Cro-Magnon était poursuivi par un ours à partir du moment où il s'échappait, soit il était bouffé et c'était fini, mais soit il s'échappait et à ce moment-là, il rentrait dans une phase de repos, récupération. Aujourd'hui, on est dans un flux permanent d'informations. Donc, il faut être vigilant sur un point. Moi, j'amène souvent les gens à regarder les titres des brèves sur tous les flux d'actualité. Tu verras que toutes celles qui comportent ce, et donc qui sont indéfinies, sont là pour que tu ailles cliquer. Donc, première chose, c'est posez-vous la question avant de cliquer de est-ce que cette information est vraiment utile. Et je ne parle même pas de ceux qui partagent juste sur le titre et qui créent une fatigue en spirale, qui vont atteindre beaucoup de gens. Donc ça, c'est un point clé. La deuxième chose, et je le répéterai jamais assez, c'est tout le flux de notifications. Désabonnez-vous de tout ce qui n'est pas essentiel. Et la troisième chose, et je pense qu'on en parlera... Et toi tu le fais, hein, tu as réussi à le mettre en place. Je le sais parce qu'on se connaît, depuis longtemps, dans la vie. Tu es extrêmement vigilant. Par exemple, tu n'utilises pas WhatsApp. Voilà. Et tu limites, on ne peut pas te laisser de messages audio. Non. Ce qui parfois peut être très agaçant pour les autres. Ouais. Mais on sent que tu te protèges, tu as mis cette... Non, mais ça a été un combat. Hein. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose, c'est que j'applique ce que je dis. Donc, tu marches ta parole. Oui, parce que la première personne pour laquelle j'écris mes livres et j'enregistre le podcast, c'est pour moi. Oui. Parce que j'ai besoin de me le rappeler régulièrement. Donc c'est une dimension qui est fondamentale. C'est pas quelque chose qui est acquis. Il faut constamment se le rappeler. Et la pression sociétale est très grande. Il n'y a pas un jour où on ne me dit pas « mais pourquoi tu n'es pas sur WhatsApp ?» Tu vois, et puis d'autres me disent « mais pourquoi tu n'es pas sur un tel ?» Et c'est une décision qu'on prend. Et petit à petit... D'ailleurs, en fait, tu parlais tout à l'heure de Roustan. C'est un des trucs qui m'a appris. Il m'a dit « vous savez, le monde s'adapte à nous à partir du moment où on prend la décision. » Tiens, dis-nous en 2 secondes qui était François Roustan quand même, parce qu'on parle de lui, mais tout le monde peut-être ne le connaît pas. Alors, en 2 secondes, c'est pas facile, mais c'est quelqu'un mais en tout cas, comme ça, si on le mentionne... Ouais, si on le mentionne, c'est quelqu'un qui a vraiment révolutionné le concept de l'hypnose au XXe siècle. Clairement, et il y a pour moi 2 personnes qui ont changé la définition de l'hypnose. Il y a Milton Erickson aux États-Unis et François Roustan en Europe. Et c'est une personne avec laquelle j'ai eu la chance de travailler et étudier l'hypnose et même bénéficier de quelques séances à titre personnel. Donc c'est lors d'une séance où il me dit, vous savez, moi je perçois les choses comme pas possibles. Il me dit, mais si vous êtes confortable dans votre décision, le monde bougera autour de vous. Et donc c'est ça qui m'a amené dans cette dynamique du digital et l'hygiène du digital. J'ai un smartphone, mais simplement c'est moi qui le tiens, c'est pas lui qui me tient. Donc en désactivant les notifications, il ne me tient pas en laisse. Je décide d'aller sur un flux d'informations, je ne suis pas déconnecté de la réalité, mais je décide d'y aller, ce qui n'est pas la même chose. Alors quand même, je trouve que ça dit des choses de nous, de notre personnalité. Est-ce que je me laisse tenir en laisse, justement, ou est-ce que c'est moi qui tiens en laisse ? Christophe André nous rappelait dans un épisode de Métamorphose que est-ce qu'on a envie d'être sifflés comme des animaux domestiques à chaque fois que notre téléphone sonne ? C'est une vraie question. Souvent, quand j'entends des notifications et que je ne peux pas résister à l'envie de regarder tout de suite, je repense à cette phrase de Christophe André. Mais c'est une très bonne phrase, parce que ça te met ton cerveau, tout d'un coup, te visualise comme un chien. Oui. Donc tu dis, non, je ne veux pas être un chien. Donc ça fonctionne très bien, Christophe a raison. Quand on peut prendre des analogies extrêmement simples, ça marche très bien. Mais la difficulté, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression sociale qui fait que si tu n'es pas alerté en permanence, si tu n'es pas au courant en permanence, on va te faire un reproche. Moi, je vois des tas de personnes autour de moi qui reçoivent un coup de fil en disant « mais t'es pas au courant de ce qui vient de se passer à tel endroit ?» Et il y a une culpabilité qui naît chez l'autre. Oui. Donc, il faut arriver à faire un travail pour se dire « au fond, je m'en fous ». Mais la clé de départ... Et puis se déconditionner, parce qu'on parle de ce téléphone qui sonne, on arrive à des comportements qui ressemblent vraiment à ce qu'a étudié Pavlov avec la réponse, le stimuli. C'est-à-dire que j'ai un stimuli qui est une récompense et donc immédiatement, je vais céder à cette tentation. Voilà, l'addiction est là. Oui, tu as raison de le rappeler, elle est double. C'est-à-dire qu'elle est d'un côté à la petite sécrétion de dopamine, qui est très facile à manipuler. La petite récompense, voilà. Très facile à manipuler. Et l'autre côté, la culpabilité.
Et donc, t'imagines, le cocktail des deux, c'est pas facile à dépasser. Donc, c'est pour ça que j'en arrive, moi, et souvent à appeler les personnes à se poser une seule question, c'est est-ce que c'est fondamental? C'est-à-dire, est-ce qu'il est absolument nécessaire pour ma survie d'être informé en temps réel? Ça ne veut pas dire ne pas être informé, hein. Je fais bien la distinction entre les deux. Parce que le flot d'information, il prend toutes les formes. Il prend l'actualité, la forme de l'actualité, mais il prend aussi l'information des promos qui vont tomber, des dernières infos sur tel ou tel sujet, et puis de toute ma famille, des amis de ma famille, et puis des amis que je ne connais pas. Oui. Ça va jusqu'à là. Oui, et puis l'algorithme est fait de telle sorte qu'il peut t'avoir fait découvrir un truc stupide que tu ne regardais pas avant, et puis d'un seul coup, moi je m'aperçois par exemple en ce moment que je commence à regarder la vie de certains people parce que j'ai dû cliquer sur une ou deux vidéos de musique où il y avait un peu de machin, et maintenant, ça me dessert ce truc-là. Voilà, il y a un piège qui se referme. Donc c'est la vraie question, c'est est-ce que c'est fondamental pour moi? Et à partir du moment où tu te dis ça, eh bien tu rentres dans une dynamique où tu t'économises. Et j'en reviens à notre sujet de la fatigue. Tu t'économises parce que tous ces micro-temps où tu es tenu en laisse et où on te siffle et tu arrives en courant, c'est des temps où tu n'approfondis pas des sujets qui sont essentiels dans ta vie. La relation avec les gens que tu aimes, la relation avec le sujet sur lequel tu travailles. Parce que tu vas être interrompu en permanence. Donc de reprendre à chaque fois est une petite dose de fatigue supplémentaire. Et comme ça, je peux te lister 15 sujets sur lesquels ton efficacité, ta productivité et ton humanité va être impactée. Alors oui, d'ailleurs, tu parles de l'humanité, tu donnes cet exemple dans ton livre de justement ces conversations où parfois on a le sentiment que la rencontre s'est pas vraiment faite. Parce que soit la personne en face était sur son smartphone, soit soi-même on était sur son smartphone et finalement on était ensemble mais pas vraiment et on ressort avec ce sentiment un peu de gâchis, quoi. Absolument, parce que de plus en plus on a du mal à se dire je coupe la sonnerie de mon téléphone et le vibreur. Moi, la plupart du temps, quand je déjeune avec quelqu'un, alors évidemment, quand quelqu'un a un sujet vraiment urgent, il faut aussi faire preuve de flexibilité, mais la plupart du temps, on n'est pas des pompiers ou des médecins urgentistes, donc on peut couper son téléphone, simplement. On peut aussi aller faire une promenade avec quelqu'un, ou seul, sans son téléphone. Moi, je le laisse. Je vais marcher tous les jours, je laisse mon téléphone, pour éviter toute forme de tentation, parce qu'il est très fort. Donc ça, c'est une autre dimension. Et maintenant, on observe aussi des comportements plus graves, avec l'avènement des avatars associés à des intelligences artificielles, Oui. où on voit de plus en plus d'adolescents qui se coupent d'un système relationnel humain. C'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux en sortant des cours pour aller discuter avec leur avatar. Et donc, il y a des logiques d'enfermement qui naissent. Et ça, c'est le monde de demain. Donc, si on n'est pas extrêmement vigilant dans l'éducation, si on épuise la dimension proprioceptive qui nous lie à la chair, aux émotions, à toute la sensorialité entre humains et avec des animaux même, et qu'on va dans une virtualisation complète, il y a un vrai danger de fatigue, à nouveau du sens, pour revenir à ce que tu décris. Il y a par exemple aux États-Unis un jeune adolescent qui s'est suicidé. Et l'hypothèse la plus grande, c'est qu'il passait beaucoup de temps à discuter avec une intelligence artificielle virtuelle. Et il s'était coupé progressivement de tout son monde. Et ses parents n'arrivaient pas à le gérer. Donc, il y a une vraie hygiène à concevoir, à bâtir et adopter. Sans vouloir aller vers des théories du complot, c'est pas du tout le propos, mais est-ce que tu crois que derrière ça, il y a quand même une forme de volonté un peu consciente, justement, que l'être humain soit sans cette volonté pour servir des intérêts, par exemple, financiers ou qui nous dépassent, ou la machine s'est emballée et finalement, maintenant, où il y a les deux, peut-être? Alors moi, je suis à l'inverse des théories du complot. Je crois que la situation est extrêmement simple. Notre monde est tiré par une dynamique purement capitalistique. Tout ce qui rapporte de l'argent fonctionne. Donc la considération de l'être humain passe après. C'est très simple, et c'est applicable dans le domaine du digital, mais si tu prends l'extraction dans les mines en Afrique des métaux rares dont on a besoin pour construire nos smartphones, on se fout de savoir si l'espérance de vie de ces personnes diminue. Et nous sommes tous responsables, parce que nous continuons d'acheter énormément de matériel électronique. Alors moi, j'ai pris une décision, par exemple, je n'ai aucun objet connecté associé à mon smartphone. Même tes enceintes pour écouter la bonne musique, là? Eh bien, en fait, j'ai un ampli qui relie tout, mais j'ai décidé de ne pas avoir d'objets sur moi, tu vois, des montres, des trucs pour mesurer mon rythme cardiaque, mon sommeil, etc. J'ai décidé que tout ça, c'était de la production. Ça avait besoin de matériaux qui sont, pour moi, personnellement, non essentiels. Donc, à partir de ce moment-là, je limite.
Alors ça revient à la question tout à l'heure à laquelle on n'a pas vraiment répondu parce que je pose souvent 3 questions en une, mais qui était qu'est-ce que ça dit de nous à titre personnel en fonction de si on est capable d'avoir cette vigilance ou pas? Parce que c'est finalement, tu l'as bien dit, une discipline, mais certains en sont capables. Tu parlais de l'expérience que tu avais eue avec François Roustan, et d'autres en sont moins capables de par leur histoire, de par leurs blessures ou leur construction caractérielle. Alors, je voudrais éviter de culpabiliser les gens, parce que il y aurait ou de les décourager, tu vois, de dire bah si tu as des blessures fortes, tu vas être plus fragile. Je pense que de toute façon, c'est une réalité. On est plus fragiles les uns que les autres sur des plans différents, mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'engager. C'est ça qui est important. Et c'est une des choses que m'a vraiment appris aussi bien l'hypnose que les thérapies modernes, type ACT, dont je sais tu as fait une excellente émission avec Philippe Rel. C'est que nous pouvons assez vite provoquer le changement. Et si nos traumatismes sont là, ils ne sont pas des boulets avec lesquels on ne peut plus jamais avancer dans sa vie. Donc, il est certain que quand on se laisse plus facilement piéger, c'est qu'on est plus fragile. Mais je reparlais des adolescents tout à l'heure, qui sont en formation, en construction. Eh bien, l'ensemble de ces conglomérats économiques, c'est qu'il faut les cibler. Oui. Mais comme l'industrie jadis du tabac, ou aujourd'hui une certaine forme d'industrie qui vise les plus jeunes avec les puffs ou autres formes de cigarettes électroniques, parce qu'on sait qu'on est vulnérable dans ce contexte-là. Donc nos vulnérabilités qui sont liées à notre vécu, elles vont être exploitées. Mais le simple fait d'en être conscient, c'est-à-dire dès lors que, par exemple, ce que nous sommes en train de faire, d'amener à la conscience de la personne, va pouvoir provoquer des changements chez elle. Et une capacité de se renforcer, de se dire, attends, c'est pas parce que j'ai eu telle ou telle chose que je dois céder, ou que je vais céder. Je peux renforcer mon comportement, modifier mes comportements, et mettre en place un système de protection et d'hygiène pour pouvoir arriver à profiter de tout ce qui marche pour moi et qui m'est utile dans le digital, sans me laisser siffler par le digital. À quel moment des signes doivent commencer à nous alerter de fatigue ? Quels sont un peu les grands repères qu'on pourrait avoir ? Et puis il y a peut-être un moment où on bascule, où ça peut être pas irréversible évidemment, mais on va basculer dans le burn-out ou vraiment dans la fatigue plus pathologique. Alors, la première des choses qui m'alerte et à ce moment-là, je dis à la personne, il faut vraiment consulter votre médecin. Oui. C'est quand une personne me dit, je me lève le matin fatigué et je suis fatigué en me couchant. J'ai été fatigué toute la journée et ça dure depuis un moment. Il faut savoir que la fatigue peut être le symptôme, l'expression d'une maladie. Par exemple, il m'arrive d'accompagner des gens qui sont suivis en milieu hospitalier pour des cancers. La fatigue va être un symptôme du cancer et peut être aussi un symptôme des traitements. Donc il faut prendre les choses au sérieux. Ça peut être aussi l'expression d'une carence. Donc là, si ça dure, il faut voir un médecin. Oui, ça c'est le premier réflexe. Ça c'est voilà, il suffit pas de méditer et de prendre des plantes pour être simple. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que les études ont montré que dans plus de 80% des cas, la fatigue que nous ressentons est liée à nos comportements, à notre manière de vivre. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc on peut agir dessus. Donc si vous sentez qu'elle persiste, qu'elle vient par à-coup dans votre vie quotidienne, il y a des solutions extrêmement simples et c'est pour ça que j'écris là-dessus. Parce que je vois qu'en changeant notre manière de vivre, très vite, on peut réduire cette quantité de fatigue. Et j'ai pu l'observer sur des centaines de personnes que j'ai pu recevoir sur une dizaine d'années. On a des résultats très rapides. Alors ça, c'est intéressant parce que tu dis notamment, et je l'avais rappelé dans un épisode que j'ai enregistré il n'y a pas longtemps dans les conversations du Scarabée, c'est que quand on n'a pas de fatigue pathologique dont tu as parlé juste avant, évidemment, c'est qu'on peut faire des choses même si on est fatigué. Et que parfois, le réflexe des personnes, c'est de dire « je suis fatigué, donc je ne fais rien ». Et on le voit très bien, moi je l'ai expérimenté aussi, notamment quand je faisais du jeûne, par exemple, ou dans certains états de fatigue. Quand j'ai couru des marathons, par exemple, la veille, souvent, j'ai dormi 2-3 heures. Le lendemain, je vais quand même courir ce marathon. Je vais faire 42 km, pourtant j'ai dormi 2-3 heures, ça paraît dingue.
Et donc cet état de fatigue peut être aussi... Alors évidemment, il ne faut pas que ça se cumule et que ce soit un marathon tous les jours et puis de ne pas dormir 10 jours de suite, bien évidemment. Mais quand même, l'état de fatigue, toi, ça tu le dis très bien dans ton livre, c'est un état d'être et pourtant, il mérite d'être vécu. Alors c'est fondamental, c'est fondamental ce que tu viens de rappeler parce que justement depuis la première édition de Goodbye Fatigue, je suis allé à la rencontre de sportifs. Donc j'ai discuté beaucoup avec Camille Lacour de ce sujet, le nageur, mais aussi d'acteurs de cinéma qui sont dans des formes de marathon eux aussi, parce que quand ils enchaînent 30 jours de tournage, ils sont immergés par un personnage et c'est lourd à porter. Et leur rapport à la fatigue est très intéressant. C'est-à-dire que d'une part, ils apprennent à récupérer. Les sportifs apprennent. La première des choses qu'ils apprennent, c'est récupérer. C'est pas uniquement être dans l'effort. Oui. Tu vois, donc si eux le font, on peut s'en inspirer quand même, de se dire qu'on a besoin de temps de récupération. Et la deuxième chose, c'est aussi comment est-ce que je prends appui sur cette fatigue dans des moments où j'ai besoin d'elle. C'est-à-dire si j'en fais une alliée, je peux dans des moments de flottement utiliser cette fatigue comme un levier de créativité parce qu'elle va m'amener dans des zones un peu différentes. Elle va m'ouvrir à d'autres facultés intellectuelles. Donc, mais c'est parce que je la considère que je peux faire ça. Comme un état de transe, finalement. Comme un état de transe, c'est-à-dire que la fatigue va m'ouvrir à un état de transe. Mais si on le fait de manière consciente, la démarche est totalement différente que si je subis la fatigue en culpabilité. Donc, le conseil que je donnerais, c'est ressentez votre fatigue, laissez-vous porter par elle et voyez ce qu'elle vous amène dans votre création. Et la création est dans tous les champs de notre existence. Enfin, il y a une troisième dimension qui a été prouvée en rhumatologie, par exemple. Pendant longtemps, quand les gens avaient des douleurs chroniques, on les mettait au repos. Parfois même au repos complet. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. On intègre, même dans des cas de douleurs chroniques qui génèrent de la fatigue, on intègre la remise en mouvement. C'est-à-dire, d'une certaine façon, moi je le formule de cette manière-là, la rencontre de la bonne fatigue. Oui. Si tu vas vers la bonne fatigue, tu laisses la possibilité à la mauvaise fatigue de se dissiper. Et il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec la bonne fatigue. Alors, autre chose aussi dont tu parles, c'est, parce que tu parles des artistes, de la créativité, des athlètes, mais aussi de cette nourriture émotionnelle, de comment est-ce qu'on se nourrit finalement émotionnellement. Il y a tellement de façons de se nourrir émotionnellement et sans tomber dans les travers. Parce que beaucoup de gens, par exemple, qui ont une sensibilité trop grande, vont te dire c'est parce que justement je vis trop de choses émotionnellement que on va parler d'ailleurs des hypersensibles. Voilà, que j'ai cette fatigue. Moi, je crois que de manière extrêmement simple, ça va te paraître un peu naïf, mais il faut s'ouvrir à la beauté du monde. S'émerveiller. Oui, je crois que... Tu vois, on parlait tout à l'heure de notre influence sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est désastreux. Eh bien, il faut rééduquer notre système cognitif pour qu'il aille constater aussi que chaque jour, il y a des choses extrêmement simples sur lesquelles on peut s'émerveiller. On peut vivre tous la même scène et la regarder d'un prisme différent. D'ailleurs, ce qui m'amène à m'interroger en permanence sur qu'est-ce que la vérité. Si tout d'un coup, tu t'obliges, d'une certaine façon, à prendre un temps de pause et te dire, attends, là, je viens de vivre cet événement de telle façon. Maintenant, si je décentre mon regard et que je regarde cette scène d'une autre façon, eh bien déjà, je vais m'économiser sur un grand nombre de fatigues. Donc, je vais pouvoir calibrer mes émotions au bon degré et dans la bonne direction. Et c'est ça qui est fantastique. Et puis aussi... je voudrais dire ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de ressentir. Beaucoup de gens se protègent en permanence. De peur justement de ressentir trop les choses. Et en réalité, je crois que les plus grandes expériences de ma vie sont des chocs émotionnels. D'être en capacité de m'autoriser à prendre une énorme claque émotionnelle. Dans un sens comme dans l'autre. Dans exactement. Oui. Et c'est ça la dynamique. Oui. Parce que sinon, je crois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est fort, là, ce que tu dis. Oui, et je dis oui. Je dis oui au sens où plus j'avance dans ma vie, et plus je me rends compte que c'est là que tient l'essentiel. L'essentiel de l'existence tient dans ces chocs.
Parce que là, ce que tu es en train de dire aussi, et c'est intéressant d'en parler, c'est la fatigue de l'épreuve. Quand on traverse l'épreuve et personne n'est épargné, quand on a des enfants, une famille, que ce soit nos proches, comment est-ce que l'épreuve, à travers ce que vit l'autre qui est notre alter au quotidien, peut aussi nous engendrer nous-mêmes cette fatigue, et comment est-ce qu'on peut traverser ça? Ah oui, tu as entièrement raison. D'ailleurs, c'est pour ça que le sous-titre du livre est « Ne plus subir sa fatigue et celle des autres ». C'est pour ça que je pensais à ça, Ouais, c'est aussi la fatigue à travers l'autre, à travers ce que vit l'autre. Écoute, je vais te donner un exemple très, très personnel. Il y a quelques semaines, j'ai perdu ma mère, qui a eu un cancer fulgurant, qui a duré quelques mois. Et donc, son principal symptôme était la fatigue. C'était la maladie, ce n'était pas les traitements. Et évidemment, je savais qu'il lui restait un peu moins d'1 an à vivre. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je vive un maximum de moments avec elle. Mais évidemment, avec l'enthousiasme de ces moments que je voulais vivre, tu vois, ce que je décrivais juste avant, vient une fatigue exceptionnelle. Parce que, par adhérence, tu vis la fatigue de l'autre. Et l'accompagnement jusqu'au dernier souffle est extrêmement consommateur d'énergie. Oui, c'est double là. Voilà, donc c'est la fatigue de l'autre, tu vois, puisque c'est... C'est la fatigue de l'autre et puis l'astreinte que ça te demande. Et l'astreinte que aussi. ça te demande. Oui. Mais en même temps, tu vois, pour revenir à ta question précédente, est-ce que j'aurais voulu ne pas vivre ces moments-là ? Est-ce que j'aurais fait le choix de ne pas aller au vécu et à la confrontation du choc ? Évidemment que non. Donc, toute la question, et alors évidemment, je pense que je suis plus armé que le commun des mortels. J'avais des outils pour pouvoir gérer ma propre fatigue, pour prendre le temps pour décharger cette fatigue-là, la fatigue de l'autre, pour décharger ma propre fatigue générée par la fatigue de l'autre, Oui. et par la fatigue de la situation. Donc ça s'apprend, et moi je ne comprends pas qu'on n'apprenne pas ça, tu vois. C'est indispensable dans un monde où nous sommes en interaction en permanence avec l'épuisement de la planète, l'épuisement de la société, l'épuisement de nos proches, et notre propre épuisement. Si on n'apprend pas à gérer sa propre fatigue, à l'évacuer, on est dans un monde absurde. Qu'est-ce qui peut nous aider justement alors comme outil, ou que toi tu pratiques, pour décharger aussi déjà ? Alors être en mouvement, donc ça tu l'as dit, oui. Ça peut être une bonne chose. Oui, moi je marche tous les jours. L'émerveillement, l'acceptation de la vie dans toute cette dimension, dont on en a parlé. Là, ça fait écho évidemment, je fais une petite parenthèse, mais avec le podcast que j'ai fait récemment, qui a énormément touché nos auditrices et nos auditeurs, avec Anne-Dauphine Julien, qui a perdu 3 de ses enfants et qui témoigne comment ajouter de la vie au jour, en fait. En fait, c'est tellement évident, mais tellement difficile parfois, qu'il faut se le rappeler tout le temps. Donc, en fait, c'est pas de l'inné acquis. Il faut y retourner volontairement. Oui. Donc, la première des choses, c'est que je dirais... Pour y retourner, on va mettre des alertes sur nos smartphones. Ouais. Le truc mais qui tu plaisantes, mais moi, j'ai une des personnes que j'ai suivies qui m'a dit c'est la seule façon d'y arriver. J'ai dit, faites-le. Très bien. Et ça, tu as introduit le point que je voulais sensibiliser, c'est... j'ai employé encore une fois une formule, j'ai dit... il faut développer l'égoïsme positif. Donc, c'est-à-dire cette capacité à se dire je dois prendre du temps pour moi chaque jour. Parce que si tu n'ouvres pas cet espace-temps, eh bien, personne ne va l'ouvrir pour toi. Donc, mais parfois, on ne sait plus bien d'ailleurs ce que ça veut dire prendre du temps pour soi. Alors, c'est là où je vais donner quelques indications. La première des choses, et on en a déjà parlé, c'est non pas rien faire, mais faire rien. Donc la nuance, je la rappelle, elle est importante. Rien faire, c'est je prends mon téléphone et je scrolle à l'infini, ou il y a 1000 façons de le faire. Faire rien, c'est je m'assois ou je vais marcher et je décide de faire rien. C'est-à-dire je me mets en mouvement, soit dans l'immobilité, soit dans l'action, et je me laisse prendre par ce qui vient. Et je rajoute une intention qui est claire, qui est qu'à chaque fois que je bouge, que je fais un pas, ou à chaque instant où je reste assis, j'autorise ma fatigue à se dissoudre et à s'évacuer. Donc c'est là où le faire rien est dynamique. Et tu te le dis en conscience, par exemple ? Oui, je me le dis à chaque moment, c'est en conscience. Oui. Quand tu es arrivé dans le studio de métamorphose, là, que tu étais sur ce canapé, tu y as repensé ou pas spécialement là ? Alors j'y ai pensé par la posture que j'adopte. Oui.
Donc j'ai tellement travaillé ma posture qu'elle est inconsciemment associée à je m'installe, je cherche le confort, je ne suis plus fatigué. Donc avec un peu d'expérience, ça se fait un claquement de doigts. Ouais, il y a quelque chose qui se dépose et qui est automatisé en fait chez Voilà, toi là. c'est devenu complètement automatisé. Mais parfois, quand j'ai vécu quelque chose d'important, d'intense, de dense, que face à moi j'ai eu des gens qui peuvent être même parfois toxiques, eh bien là, il faut que je rentre dans une dynamique active et je vais m'installer en me disant laisse le fauteuil absorber la fatigue qui s'est déposée sur toi. Donc la verbalisation a une puissance extraordinaire, mais la verbalisation associée au corps démultiplie la capacité que nous avons à nous débarrasser de la mauvaise fatigue. Mais une autre façon, c'est aussi d'aller courir. Pour certaines personnes, elles se mettent à courir et donc la fatigue va se disperser de cette façon-là. Donc ce qu'il faut, c'est chercher ce qui rentre en résonance. Il faut expérimenter différentes façons de faire. C'est pour ça que dans le livre, je donne plein d'exemples pour que chacun puisse se dire, tiens, c'est ça qui marche pour moi. La respiration aussi, la conscience de la respiration. La conscience de la respiration nous aide d'abord à nous poser. Il y a plein de méthodes, tu sais, il y a la fameuse respiration carrée dont on entend beaucoup parler, la respiration en pleine conscience. Le yoga nidra permet aussi de respirer d'une manière très différente. La respiration, c'est la vie. De s'installer, de se poser avec sa respiration, c'est le premier geste que nous faisons en venant au monde. Eh bien, de le faire tout d'un coup de manière consciente va nous amener, si elle est conjuguée, tu vois, à cette idée de je respire, par exemple, moi il m'arrive de me dire expire la fatigue. J'inspire la vie, j'expire la fatigue. Eh bien, c'est un geste extrêmement simple qui permet très rapidement de revenir. Encore une fois, tu sais, je reviens à la séance de cette personne, ça permet de revenir là où on doit être et de ne pas se laisser décentrer. Parce qu'il y a énormément d'épuisement lié au fait de se décentrer, de se laisser déporter. Mais la respiration en conscience associée à cette idée de « où suis-je ? Je suis là, je respire pour être là » change radicalement ta manière d'exister. Et ça vaut peut-être encore plus pour les personnes soit hypersensibles, et j'aimerais bien qu'on en parle, et puis ceux qui ont aussi des formes de troubles de l'attention avec hyperactivité, qui sont hyper stimulés avec l'environnement numérique et digital. Absolument. Tu vois, je prends un exemple concret. Je vois souvent des étudiants universitaires ou lycéens ou même collégiens qui viennent me voir justement parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans le contrôle quand ils sont dans la salle d'examen. Et donc, et ça rejoint les deux cas, des gens qui sont soit hypersensibles, soit alors parce qu'ils se laissent déborder par leurs émotions face à la feuille avec les questions, soit alors extrêmement agités, et ils sont partout sauf dans la feuille. Et la première des choses que je leur apprends, c'est à s'asseoir confortablement sur le banc. Je dis, vous allez perdre quelques minutes au démarrage du contrôle, mais vous allez gagner en attention. Et un exercice que je propose, c'est de regarder par la fenêtre quand il y a une fenêtre. Et de prendre appui, il y a toujours un arbre ou quelque chose. Prendre un appui sur quelque chose de vivant et pas mort. Et de se mettre à respirer avec les feuilles de l'arbre. Ou les branches, ou les fleurs d'une plante. Et bien tout d'un coup, quand on se met à respirer avec ça, on revient à la vie, on revient au vivant. Dès lors qu'on revient au vivant, on peut s'installer sur la chaise. Dès lors qu'on est installé sur la chaise, alors notre cerveau se pose avec le corps. Et les quelques minutes qui sont perdues à se poser sont gagnées dans la durée pour pouvoir justement répondre intelligemment aux questions posées, parce que sinon on est dans la dispersion et l'agitation. Et physique, les gens n'arrêtent pas de bouger sur leur fauteuil, et mental. Et donc ils s'épuisent avant même d'avoir entamé le contrôle et les questions auxquelles ils doivent répondre. Alors là, ça vaut, tu parles de jeunes étudiants, collégiens, mais ça vaut pour tout le monde. Je trouve que c'est extraordinaire cet exercice que tu viens de nous donner, de se reconnecter à quelque chose, à ce qui est vivant en fait autour de nous. Parce qu'on se remet des pieds dans la terre quelque part en faisant ça, et notre rythme biologique se resynchronise en fait avec un état naturel. Oui, parce que déjà ta temporalité change. Oui. C'est la première conséquence. C'est ça. Dès lors que tu t'installes avec un arbre, ou avec une fleur, tout d'un coup, c'est elle qui dicte le rythme, c'est plus toi. Oui. Et on sort d'un rythme intense qui est celui de l'infini scroll et des matières mortes. Puisque, rappelons-nous, c'est que des matières en plastique, il n'y a pas d'organique encore dans nos téléphones.
Et là, tu reviens à la réalité, tu sors de la virtualité. Donc, tu t'invites à nouveau dans un rythme biologique qui est celui du vivant. Et il ne faut jamais oublier, je le répète encore une fois, nous sommes des êtres vivants. Ça peut paraître complètement By the con. way. Ouais, ça peut paraître complètement con. Donc, moi, j'ai des poules, par exemple, et je passe chaque jour un instant à aller m'installer avec elles et les observer. Le rythme n'a rien à voir avec le mien. Donc, elle m'oblige à rentrer dans un autre rythme. Voilà une manière aussi, par exemple, pour moi, de sortir de ma fatigue. Si vous avez un animal, installez-vous avec cet animal-là, il vous sort de ce rythme-là. Mais posez votre téléphone de côté, fermez l'ordinateur. Ces quelques courts instants dans votre journée vont rythmer et inviter un rythme biologique qui n'a absolument rien à voir avec celui qui est instrumentalisé par le monde économique. Ce qui est intéressant, toi qui pratiques le yoga nidra, tu es professeur, je crois, de yoga, non ? Alors, tu sais, moi, je suis professeur de rien. Mais tu as une formation quand oui, même j'ai assez étudié poussée. en Inde le yoga nidra. Oui. J'ai décidé de sortir de tout ce qui était enseignement et pour une raison simple, c'est que quand je reçois quelqu'un, maintenant, je me mets à sa disposition. Voilà, tu es là. Voilà, c'est tout. Qui était aussi une posture un état d'être en tout cas très prégnant chez François Roustan. Je pense que l'influence n'est pas négligeable, mais c'est sûr que c'est pour ça que j'ai voulu descendre d'un piédestal dans lequel on me mettait. Je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Et à chaque fois, même quand je vais donner des conférences partout, je dis aux gens, je suis là à votre disposition pour répondre. Oui. Mais alors là où je voulais en venir, c'était que dans les pratiques corporelles, et moi j'ai vu ça aussi avec le Wu Tao, même à travers le yoga, on peut expérimenter des états où on va être dans des états qui sont proches du minéral ou du végétal, et on va se mettre dans ces états d'être. Et c'est extrêmement intéressant en fait à expérimenter. C'est-à-dire que l'autre jour, je lisais une bande dessinée là sur Jérusalem, toute l'histoire en fait de Jérusalem, et ça partait du point de vue d'un olivier qui avait 4000 ans. Et bien, si on se remet dans la posture de cet olivier de 4000 ans, qu'est-ce qu'on peut expérimenter comme état justement de lenteur, Et là, effectivement, on est dans une forme d'éternité quelque part. Et c'est ça qui nous manque peut-être aujourd'hui, qui nous fatigue finalement. Oui, c'est très juste. C'est-à-dire que, encore une fois, tu reviens à la temporalité. Quand tu cites ces oliviers qui ont 4000 ans. Je pense que nous avons un regard beaucoup trop anthropocentré. C'est-à-dire de l'être humain, nous regardons le monde de notre propre regard. Si je vais jusqu'au bout de l'expérience que tu proposes, je te dirais, regarde le monde du point de vue de l'olivier. C'est ça. Mais c'est ce que j'ai fait. Ben voilà. Ce livre commençait par ça, il s'appelle Jérusalem, cette bande dessinée. Et ça part du point de vue de cet olivier qui regarde le monde et toute son histoire, et en plus tout ce qui se passe en ce moment, évidemment, avec l'actualité. Enfin, j'ai juste commencé la bande dessinée, je ne suis pas arrivée à la fin. Et je me suis dit, c'est vraiment intéressant de se mettre dans cette posture, en fait. Et je dois dire qu'il y a une partie de moi qui s'est défatiguée, en fait, en faisant ça. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que tu te laisses prendre dans une expérience qui c'est l'histoire de cette pièce. Personne. Voilà. On revient à l'histoire de la pièce. Voilà. Et là, tu passes par le regard de l'olivier. Donc, tout d'un coup, tu décentres. Et le fait de décentrer nous permet tout d'un coup de réaliser à quel point, d'abord, nous sommes insignifiants. Je pense que nous accordons beaucoup trop d'importance à nos propres personnes. Et ce n'est pas une logique d'ego. Hein. Ça dépasse la notion d'ego. Et si tu le regardes même du point de vue des bactéries, qui sont là depuis des milliards d'années, tu te rends compte qu'on n'est vraiment pas grand-chose, puisqu'elles ont survécu jusque-là. Et dans la bataille qu'on mène avec elles, elles ont tendance à gagner. Oui, elles ont tendance, oui. Il y a de grandes chances que si un jour l'homme disparaisse, les bactéries resteraient encore là. Donc tout d'un coup, tu vois, tu regardes ton quotidien autrement. Donc tu vas te fatiguer beaucoup, beaucoup moins en te disant, attends, franchement, est-ce que ce problème-là est si important ? Et tout peut changer en décentrant notre regard, en considérant le monde dans sa globalité, dans une temporalité différente. Alors pour les hypersensibles, puisqu'on avait dit qu'on parlerait d'eux, et tu en parles dans ton livre, l'hypersensibilité, ça peut être vu comme quelque chose de douloureux et difficile à vivre pour certaines personnes qui ont des sens exacerbés et qui peuvent en souffrir. Mais tu dis aussi, c'est aussi un super pouvoir. Oui, parce que en réalité, si tu veux, moi j'ai Tu es hypersensible, tu te considères comme une personne justement, hautement sensible ? c'est bien que tu poses la question. Oui. Parce que j'aime pas le mot, en fait.
Je sais que ça peut en choquer plus D'ailleurs, on d'un. ne parle plus d'hypersensibilité, je le précise, hein, l'Observatoire de la sensibilité parle de haute sensibilité ou de haut potentiel sensible maintenant, Voilà. ce qui est plus juste. Ouais, c'est ça. Et moi, je parle de toute une fréquence de variabilité de sensibilité. Parce que des individus vont être d'abord très sensibles à certains moments de leur vie. Ils vont être sensibles sur certaines perceptions et pas d'autres. Tu vois, On en parlait d'ailleurs hors antenne avec un de nos ingé-sons qui disait qu'il avait des perceptions différentes d'autres personnes. Exactement. Donc, il me semble que cette case-là est dangereuse. Les gens peuvent s'enfermer dans un regard qui est « je suis hypersensible », donc ça me freine sur plein de potentialités. Bon. Donc ça, c'est un point fondamental. Donc oui, moi j'ai eu des... En fait, il y a eu des moments où je me suis trouvé ridicule. Tu vois, notamment, je raconte dans le livre, j'ai étudié la musique. Et donc, j'ai une très grande sensibilité à la musique. Et le nombre de fois où je me suis effondré en larmes dans des concerts, et je me disais, mais arrête de pleurer, t'as l'air d'un con, c'est pas possible. Et c'était pas possible. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, bah écoute, c'est comme ça. Ouais. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est comme ça, j'ai commencé à apprécier cette faculté-là, de pouvoir m'effondrer en larmes dans un concert. Et tout a changé. Tu vois, c'est le regard. Parce qu'en fait, je m'épuisais à vouloir retenir. Et donc, je ne profitais plus de la musique. Mais donc, tant que tu entres dans cette sensibilité-là, et bien après, tu peux même jouer avec elle. Et ça, là, ça devient intéressant. Tu peux la développer, cette sensibilité. Et donc, t'en fais une force, t'en fais une faculté, t'en fais une forme de pouvoir que d'autres personnes auront sur un autre registre. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'enfermer, de dire, alors il y a les hypersensibles qui sont sensibles à tout et qui ont un super pouvoir, et puis il y a ceux qui ne sont pas sensibles. La réalité est beaucoup plus subtile et nuancée. D'ailleurs, qu'est-ce que ça te permettait de ressentir quand tu laisses aller ces larmes pendant un concert, par exemple ? Tu sentais que ton état émotionnel était vraiment différent ? J'ai déjà ressenti qu'elle pouvait être physiologique autrement que dans ma mâchoire et dans mes yeux. Tu vois, parce que je serrais la mâchoire pour ne pas pleurer. Oui. Et donc, quand elle sortait, ces larmes-là, je sentais que je pouvais laisser tout mon corps entrer en vibration avec la musique qui était donnée. Donc, j'entrais dans une relation extraordinaire avec la musique, que je n'avais jamais expérimentée sur ce plan-là. Je l'avais expérimentée d'un point de vue intellectuel, parce que quand tu as une formation musicale, tu entends toutes les subtilités du contrepoint dans une fugue, de l'harmonie dans la polyphonie, mais jamais avec le corps, en fait. Et parfois, des gens qui n'ont pas de formation musicale, qui vont faire, tu sais, les gongs, par exemple, ressortent complètement transformés quand ils ont cette expérience-là, et c'est un vrai plus. Donc, tu te rappelles ce qu'on se disait tout à l'heure, de vivre la vie dans l'excès du ressenti. Bien, c'est ça. C'est s'autoriser là. Et toutes les personnes qui se disent souffrir d'une sensibilité trop grande, déjà, je les invite à enlever le mot « souffrir ». Et de dire, j'ai une sensibilité assez grande sur tel plan. Ce qui n'est pas toujours évident, c'est quand même de rester aussi dans le respect du collectif. Parce que là, des larmes, voilà, ça peut ne pas du tout être dérangeant, mais quelqu'un qui, au milieu d'un concert, aurait un orgasme d'un seul coup, ça peut gêner les autres. Oh, quelle chance. Ou pas. Je blague. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, je plaisante. Ce que je voulais dire par là, c'est... Qui crie ses larmes, ou qui tape des pieds, etc. Enfin, voilà, toute expression. Je prends un exemple un peu provocateur, mais voilà. Où s'arrête ma liberté et où commence celle des autres. Oui, c'est sûr. Mais enfin, tu vois, pour revenir à l'exemple des larmes, il y a une humiliation pour un homme de se dire je me mets à pleurer en écoutant de la musique. Donc, c'est très gênant pour soi, dans ce cas-là. Toi, ce que tu évoques, c'est le gêne des autres, la gêne vis-à-vis des autres. Il y a les deux, en réalité. En réalité, il y a les deux. En fait, en étant un peu provocant, j'aurais envie de te dire, et alors ? Ce que je veux dire, c'est... par exemple, j'ai vu des enfants autistes pendant des concerts qui se mettent à avoir des comportements qui sont très expressifs. Je l'ai vu, on voit circuler justement sur les réseaux sociaux en ce moment une jeune pianiste qui est aveugle et qui joue en bougeant énormément la tête. Tout son corps est complètement dedans. C'est extraordinaire, en fait, de oui, donc là, tu vas l'accepter parce qu'elle est sur scène. Oui. Mais si tu as quelqu'un à côté de toi qui se met à taper des pieds, si c'est un enfant autiste, tu vas avoir une tolérance, parce que tu vas dire, ça marche, mais tu auras une tolérance moins grande si c'est un gamin, tu vas dire, les parents, ils pourraient le calmer. On doit apprendre à vivre avec un peu plus de flexibilité. Oui, c'est ça aussi que ça nous dit. Oui, parce que en réalité, qu'est-ce que ça dit de nous ? Je reviens à mon exemple.
Si j'ai un gamin qui est à côté de moi et que je focalise sur lui, ça a une dimension importante, la focalisation, je vais m'épuiser, je ne vais pas écouter le concert. Parce que je vais focaliser sur lui. Si j'accepte cet enfant agité comme faisant partie de mon écosystème du moment, et bien dès lors que je l'accepte, je ne m'épuise plus dans ma réaction émotionnelle et je peux à nouveau porter attention sur le concert. Il y a un pianiste qui en parle très très bien, qui est Keith Jarrett, qui lui, au moindre éternuement, au moindre tout, va arrêter de jouer. Et il dit que c'est une vraie souffrance pour lui. Et une fois, dans un concert au Japon, il a entendu quelqu'un tousser, mais il s'est focalisé sur le rebond du son de la toux. Oui. Et là, il en a fait une possibilité. Donc tu vois, je pense qu'on doit apprendre à défocaliser et à se décentrer. Tu racontes d'ailleurs cette histoire dans ton livre précédent. Oui, absolument. On en avait parlé, je crois, dans l'émission précédente. Oui, je me souviens très bien. Je pense à Lucchini aussi, parce que lui, il raconte ça dans ses concerts et il joue parfois avec la toux. Quand il y a une personne qui commence à tousser, effectivement, donc on voit comme le collectif. Mais ça nous ramène quand même à ce sujet de la fatigue, où on voit que la fatigue collective et la posture de la fatigue collective aussi nous fatigue. C'est-à-dire quand tout le monde, quand c'est une posture de dire je suis crevé, je suis fatigué, et qu'on se met tous en fait dans cette posture ensemble, voilà, ça, on est tous tirés vers le bas. On revient sur cette histoire de cerveau qui mouline plus et qui est plus attiré par le négatif que par le positif. Absolument. Donc c'est là où il faut s'auto-rééduquer. Oui. Si tout le monde te dit je suis fatigué, etc., tu as le droit, ça commence par là, tu as le droit de dire moi ça va. Et même si tu es fatigué, si tu commences par dire moi ça va, parce que tu te rends compte que ça va sur un certain nombre de plans. Je reviens à un exemple très concret, quand les gens viennent me voir en me disant je suis épuisé parce que j'ai mal au genou toute la journée. Je leur dis je comprends. Comment va le reste de votre corps ? 99% des cas, les gens ne comprennent pas la question. Oui. Mais le reste du corps va bien. Donc si tout d'un coup tu te dis le reste de mon corps va bien, donc le reste de mon corps n'est pas fatigué. C'est vraiment génial, parce que c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Oui, et là c'est au 9/10 vide. Oui. Sauf que parfois effectivement. Elle va t'envahir. Ouais. Et si tout d'un coup tu rentres dans une réalité, c'est à nouveau toute la pièce. Mon corps est toute la pièce. Et je commence à me rendre compte que toute la pièce va bien. À ce moment-là, ma perception de ma fatigue va changer. Donc c'est une vraie rééducation à faire. D'ailleurs, tu parles aussi de ces micro-batailles du quotidien qui nous épuisent, qui se démultiplient, qui se diversifient. Alors, on revient un petit peu au sujet qu'on avait tout à l'heure, mais en tout cas, moi, je le ressens à mon niveau, c'est que on parle de l'éco-anxiété, on parle du numérique, on parle du collectif. On a tellement accès à tout que finalement, tout devient nos batailles, même si on peut rien y faire. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde. Je peux avoir de la compassion, je peux prier, je peux envoyer évidemment de la belle énergie, etc. Mais je ne suis pas forcément agissant sur le terrain. Et pourtant, ça va venir comme une charge mentale qui vient s'ajouter à autre chose, à autre chose, à autre chose. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois nier ce qui se passe ailleurs ? Et pour autant, j'ai envie d'avoir de la compassion. Comment je dois me comporter ? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et là, c'est un sujet qui m'a pris beaucoup de temps. À comprendre. Parce que tu ne veux pas paraître inhumain. Tu vois, il ne s'agit pas de s'en foutre. Tu l'as bien dit. Mais il s'agit de se poser juste une question. C'est est-ce que la super empathie va changer quelque chose ? Est-ce que le fait de devenir une éponge va changer quelque chose ? Si la misère autour de toi te pèse, engage-toi. Plutôt que de regarder 4 épisodes d'une série ce soir, va faire des maraudes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la transformation en action. Là, à ce moment-là, la fatigue devient moteur. Mais si elle devient source de plainte, et que le reste ne fait que nourrir en permanence la plainte, non seulement tu vas aller moins bien, tu vas aller mal, tu vas être épuisé, tu vas passer de la fatigue à l'épuisement, mais ça ne va absolument rien changer aux personnes qui, à 10 000 kilomètres, souffrent et ont un vécu terrifiant. Donc, je te rejoins dans ce cas-là. La prière, quelle que soit la forme, va te permettre, toi, de te défatiguer et d'envoyer, selon tes croyances, une forme d'énergie à l'autre bout du monde. Donc, double bénéfice. Oui. Et l'autre chose, c'est voir si tu peux agir. Mais si tu ne peux pas agir, ne te laisse pas entrer dans cette super
empathie, qui ne sert à rien. D'ailleurs, une autre façon pour toi de se défatiguer, c'est aussi de remettre, tu parlais des maraudes à l'instant, c'est de se remettre au service des autres. Toi, tu l'as expérimenté là récemment pendant les Jeux Olympiques, puisque tu as été bénévole et tu étais à fond, je crois, investi. L'engagement, alors évidemment, sans aller, parce qu'il y a des profils qui vont dans l'engagement, on le sait, à l'épuisement, c'est-à-dire que l'autre est la priorité dans la négation de soi-même. Donc on n'est pas là. Sujet, ça, c'est un autre sujet. Mais comment est-ce qu'on peut se réengager justement ? Est-ce qu'on manque de ça ? Absolument. Et alors aujourd'hui, c'est prouvé par la science. Toutes les études qui ont été faites, j'en cite quelques-unes à travers le monde, ont démontré que l'engagement génère de l'énergie et diminue la fatigue. Donc il n'y a que des bénéfices de ce point de vue-là. Je crois que nous sommes entrés dans un monde, et le digital n'y est pas pour rien de ce point de vue-là, de plus en plus nombriliste. C'est-à-dire que quand on s'enferme chez soi, eh bien, on rentre dans une dynamique de consommation passive. Tu vois, quand tu scrolles sur ton téléphone ou que tu bouffes de la série toute la soirée... c'est pour ça que tu parles de la bonne pause, toi d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je parle de la bonne pause, qui est très importante. Oui. Mais encore une fois, tu peux te servir du digital autrement. Le digital permet de faire des rencontres. On le sait, on parle beaucoup des sites de rencontres pour pouvoir développer sa vie personnelle. Mais tu as énormément de communautés d'entraide qui existent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu peux faire passer ces communautés virtuelles au réel. Et il existe des tas de choses. Donc on peut se servir, là, tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qu'il faut nier la technologie. Non. On peut se servir de ça comme un levier, mais encore une fois, moi, je conseille de ne pas rester uniquement dans le virtuel, d'entrer dans la dimension proprioceptive du corps. Et parce qu'il n'y a que des bénéfices à avoir. Là, tu vas rencontrer de la bonne fatigue sur plusieurs plans. La première, tu vas dépenser de l'énergie et tu vas avoir un retour. La deuxième chose, tu vas entrer dans une dynamique où tu vas rencontrer des sourires de personnes que tu vas aider. Ces sourires sont source d'énergie, encore une fois. Et puis, tu vas être dans quelque chose de désintéressé. L'action désintéressée amène énormément d'énergie. Tout ça, ce sont les paramètres qui ont été mis à l'épreuve pendant des études. Et puis, tu retournes au collectif. Et le sentiment d'appartenance à la tribu est porteur d'énergie. On le voit dans les sociétés primitives, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, eh bien, tout dans l'Amazonie. C'est une dimension qu'on perd, nous. De plus en plus, on voit, on met nos aînés dans des centres où ils vivent dans des EHPAD et autres. Ça n'existe pas dans ces communautés-là où il y a des échanges intergénérationnels. Bien, on voit que tout le monde en tire un bénéfice. Donc, sur la question tout à l'heure de l'épuisement, du sens, eh bien, de retourner au collectif, on va trouver de la nourriture sur le sens. Et pas ça, on a besoin de faire tribu, de faire famille. Oui, en fait, encore une fois, c'est notre dimension humaine. Oui, pleinement humaine. On s'approche de la fin de cette émission. On est même, je crois, à tout à la fin. Évidemment, j'aurais voulu parler du sommeil, mais on en a longuement parlé dans d'autres épisodes. Donc, vous pouvez, et puis, sans parler de cette méditation pour bien entrer dans le sommeil et avoir une qualité relaxée. Parce qu'en fait, justement, à travers cet exercice qu'on avait fait là, dans cette méditation, on en riait tout à l'heure. Je me souviens plus exactement. C'était l'art de bien s'endormir et d'être bien sous la couette. Je me souviens plus du titre. C'était ça. C'était un truc dans le genre. C'était un peu alambiqué. Mais en tout cas, pour toi, il y a une manière d'entrer et de sortir du sommeil. Peut-être nous dire 2 mots dessus. Et puis, j'aimerais que tu nous parles, avant qu'on termine, de cette pause, de cette fameuse pause salutaire. Alors, on a beaucoup parlé, tout le monde parle beaucoup de la manière d'entrer dans le sommeil. Oui. Donc, je vais être bref là-dessus. Je pense que là aussi, il y a une hygiène. Des choses extrêmement simples à rappeler. Première chose, c'est ralentir son rythme avant d'aller se coucher. Deuxièmement, de ne pas amener d'écran dans la chambre. Achetez-vous un bon vieil radio-réveil ou un éveil lumière, ce qui est très bénéfique. Un simulateur d'aube. Voilà. Ça, c'est vraiment un plus. Et évidemment, d'éviter d'être dans une phase de travail juste avant d'aller vous coucher. Parce que sinon, vous entrez dans votre lit hyper stimulé. Donc, l'hygiène d'entrer dans le sommeil, c'est vraiment de se dire, je ralentis et donc je crée une espèce de sas. Oui. La préparation au sommeil. Et puis, dans cet épisode-là, justement, je racontais comment utiliser sa couette et son oreiller. C'est ça. Pour entrer dans le sommeil. Parce que pour tous ceux qui sont des control freaks et qui veulent essayer de contrôler leur sommeil, c'est un bon élément, la couette et le sommeil. Donc, rendez-vous dans cet épisode. Voilà, rendez-vous dans cet épisode. Et puis,
On a fait un épisode avec Benjamin Putois qui dit qu'il faut justement arrêter de psychoter sur le fait de ne pas réussir à dormir, parce que ça peut devenir aussi une pathologie en soi. Alors, on renforce le symptôme. Mais par contre, on parle très très peu de l'éveil. Oui. Et moi, ça a été un vrai sujet, parce que pendant des années, je sautais du lit, le réveil sonne, je saute et j'avance. Et beaucoup de gens m'ont dit être fatigué en sortant du lit. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Et j'ai commencé à mettre en place des petits exercices d'auto-hypnose pour s'éveiller. Et en fait, ces exercices me sont venus en observant encore une fois la nature. Un certain nombre de fleurs se ferment avec le coucher du soleil et s'ouvrent avec le lever du soleil. Et en les observant, et j'ai passé beaucoup de temps à observer ça, j'ai vu qu'en fait, elles n'ouvraient pas les pétales d'un coup. Elles ne font pas... Ça y est, je suis réveillé. Ouais, c'est pas un pop-up, quoi. Et ouais. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose, encore une fois, à apprendre là-dessus. Donc, j'ai un peu initié des exercices d'auto-hypnose pour remettre le corps en mouvement, remettre l'esprit en mouvement. Donc, le conseil le plus simple, c'est prenez le temps de sortir du lit. Commencez à rebouger votre corps progressivement. Voyez la partie qui est ankylosée. Tiens, si c'est le genou, je ne vais pas forcément commencer par bouger le genou. Je peux commencer par bouger la cheville. Et la remise en mouvement va faire que vous allez sortir de votre lit beaucoup moins fatigué s'il y a une fatigue associée à l'éveil. Et en associant la respiration, qui va remettre l'esprit en mouvement, et qui remet aussi le corps, puisqu'on oxygène le corps en respirant, il y a différentes façons de le faire, et bien à ce moment-là, je rentre dans ma journée éveillé. L'aube s'ouvre. Oui, ce qu'on fait naturellement quand on dort à l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est soit sous la tente, soit qu'on dort à la belle étoile, naturellement, tout s'éveille progressivement et c'est vraiment tout beau, en fait, tout fin, tout délicat. Absolument, parce que tu as les sonorités déjà qui vont bien t'éveiller. Mais nous, on vit de plus en plus dans des environnements calfeutrés à bloc, donc parfois même des boules caisses. Donc tout d'un coup, pour sortir du sommeil, c'est pas facile. Donc en fait, on se réveille, on ne s'éveille pas. Et tout consiste à changer, à entrer dans l'éveil. C'est beau. Entrer dans l'éveil. On parle de la pause. Oui, avec plaisir. Et on conclura là-dessus. On a dépassé notre temps, mais c'est pas grave. Vous aimez bien nous écouter. En plus, vous avez remarqué qu'il a une voix hypnotique. Alors j'espère que vous n'êtes pas endormi quand même. Un paradoxe intéressant. Oui, c'est ça, un paradoxe intéressant. L'avantage, c'est qu'on peut réécouter. Si mais voilà, et puis en plus, il sait bien jouer avec sa voix et la moduler, puisqu'il est habitué. Donc je suis sûre que vous êtes encore là avec nous. D'ailleurs, dites-nous, si vous êtes encore en train de nous écouter, quel rapport vous avez avec la fatigue au quotidien ? C'est intéressant de recevoir aussi vos témoignages. Est-ce que vous avez vécu de grands épisodes de fatigue ? Est-ce que vous considérez comme une personne fatiguée un peu de nature ? Parce que ça peut être aussi une posture, se dire tout le temps je suis fatiguée. Est-ce que ça ne vous concerne pas ? Pourquoi vous avez écouté alors cet épisode, etc., etc. On aime bien vous lire en fait à Métamorphose. Avec plaisir. C'est très important. Pour venir à ta dernière question sur la notion de pause, je crois que nous avons oublié collectivement ce que ça veut dire. D'ailleurs, on le voit, nous passons notre temps à réagir maintenant. Il faut être le premier à commenter, le premier à liker. Même nos hommes politiques passent leur temps à réagir sans prendre le recul. Et la première des choses à apprendre, c'est à s'arrêter. Juste se dire, je m'arrête. Et c'est ça, faire une pause. C'est je m'arrête, j'attends. On en a parlé rapidement tout à l'heure, je peux m'arrêter en mouvement comme de manière immobile, assis. Et puis, j'observe la situation. J'observe ce qui se passe. Et puis après, je peux même observer ce qui ne se passe pas. Ça, c'est une dimension fondamentale. Et il ne faut pas avoir peur de faire ça plusieurs fois dans la journée. Parce que souvent, les gens sacralisent la pause et se disent « attends, il faut que je m'assoie, que je prenne 15 minutes pour méditer ou 40 minutes pour méditer. » Et je leur dis « non, mais attendez, ça peut être 3 minutes. » Et si vous le faites 3 minutes plusieurs fois dans la journée, tout d'un coup, vous allez commencer à nourrir. Ce n'est pas la même chose que de faire une séance de méditation de 40 minutes. Mais pour ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas, d'inclure des virgules à plusieurs moments de la journée, on a déjà des bénéfices. Et c'est là où j'ai, avec un jeu de mots, j'ai dit à force de faire plusieurs pauses dans la journée, à force de redoubler la pause, on se repose. Oui, c'est ça. Tous tes titres sont faits en jeu de mots, d'ailleurs. C'est peut-être un défaut d'auteur et éditeur. D'auteur-éditeur.
Donc ça, c'est important de le rappeler. Et puis, C'est facile à faire. Et puis c'est facile à faire. Et puis pour tous les contrôles fric, tu en as un petit peu parlé, tu l'as cité tout à l'heure, pour toutes les personnes qui ont besoin de ce contrôle permanent, voilà, se rappeler, on respire, on peut synchroniser à la plante, micro-méditation, des virgules dans la journée. Ça paraît idiot, mais c'est bien de le entendre et de le rappeler. Oui, et c'est pour ça que je parle de virgule, parce que quand on parle de micro-méditation, déjà le mot fait peur, méditation, pour beaucoup de gens, ils se disent Oui. moi, je ne sais pas méditer. Oui. En réalité, la méditation peut prendre tellement de formes. Je vais conclure sur une phrase qui m'a été dite en Inde lors d'une méditation transcendantale où on passait des heures et des heures et des heures à méditer. Et j'interroge le maître qui était là et je dis « Mais pourquoi on médite ?» Et je m'attendais à ce qu'il fasse une tirade gigantesque. Il m'a dit « Tu te brosses les dents ?» Je lui ai dit « Bah oui. » Il m'a dit « Prends soin du reste. » Et en fait, ces virgules de la journée, c'est prendre soin du reste. C'est prendre soin de son rapport à l'existence. C'est prendre soin de sa fatigue. C'est prendre soin du monde. Car on ne pourra jamais traiter l'épuisement de la planète si on ne commence pas par traiter sa propre fatigue, la considérer. Et dans cette phrase, d'ailleurs, on reconnaît tout à fait le sage, en fait, je trouve. Oui. Tu te brosses les dents. Voilà. C'est là qu'est l'enseignement. En tout cas, merci infiniment, Léonard Anthony, d'être revenu faire un tour un peu long aujourd'hui, mais ça s'imposait en fait sur cette thématique qui est tellement d'actualité pour nous, hommes et femmes du 21e siècle, souvent fatigués, épuisés, collectivement, individuellement. Donc c'était important justement de faire cette pause et de prendre ce temps-là aujourd'hui avec toi. Je rappelle le titre de ton livre qui vient tout juste de ressortir en version poche augmentée avec plus d'exercices, c'est ça ? C'est ça, et actualisé. Et actualisé, qui s'appelle Goodbye Fatigue aux éditions Point. Vous pouvez aussi réécouter, on l'a dit, de nombreux épisodes faits avec Léonard Anthony dans Métamorphose. Merci infiniment à toi. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.